Donc voilà. Donc on va parler de la thématique des échanges aujourd'hui et c'est particulièrement intéressant de partir, il me semblait, de cette période de confinement dans laquelle nos échanges avec l'extérieur sont relativement restreints. Je parle des échanges évidemment d'ordre physique puisque au contraire en termes virtuels on échange à un rythme complètement effréné et pourtant le virtuel ne semble pas pallier l'absence de physique, de réel. Et on voit très bien que on a besoin de sortir, on a besoin des échanges réels avec le monde extérieur. Et il semble que les communications virtuelles sous toutes ces formes ne suffisent pas à entretenir ce besoin d'échange avec autrui en vivant, si je puis dire. Et donc pour commencer, je voulais vous montrer, vous avez dû la voir passer sur internet, des vidéos de personnes qui dans les immeubles continuent à communiquer entre elles par le biais des balcons. C'est-à-dire par le biais de la voix, de la présence physique, et notamment en Italie où un certain nombre de musiciens se collaborent pour créer un orchestre dans la rue, ce qui donne des effets absolument étonnants. Je vous montre la vidéo tout de suite. Elle est facile à trouver. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. C'est cette vidéo-là, regardez. Vous avez donc les Italiens bloqués chez eux. Je mets play très rapidement et vous voyez les gens qui jouent sur. Alors attendez, je vous mets un moment. Voilà, la vidéo qui a beaucoup tourné, c'est celle-ci avec tous les musiciens à leurs fenêtres qui effectivement font de leurs instruments respectifs pour donner un effet global qui est hyper intéressant. Donc voilà. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une amorce pour notre réflexion sur les échanges, puisqu'il semble que dans notre condition humaine, les échanges avec les autres hommes soient absolument indispensables. En réalité, de façon très générale, les échanges sont un pilier de notre vie et même de notre existence, ne serait-ce qu'au niveau élémentaire, c'est-à-dire au niveau biologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain ne fonctionne qu'en tant qu'il est un ensemble d'échanges, un ensemble moléculaire, cellulaire, nerveux, hormonaux, etc. Et la vie, le phénomène vivant, se définit justement par ces échanges qui, en permanence, équilibrent les constantes qui nous définissent. Si on prend par exemple le taux de glycémie dont on a déjà parlé, le taux de glycémie, qu'est-ce que c'est ? C'est un équilibre qui se fait entre une hyperglycémie et une hypoglycémie. Il y a un système d'hormones qui fait que quand on est en hypoglycémie, il y a une information qui passe et il y a un système de régulation qui se met en place pour mettre du glucose dans le corps humain pour que ça revienne à un taux normal. À tel point qu'en médecine, cette absence d'échange et d'équilibre est associée à la mort. Quand il n'y a plus ce système d'équilibration-là qui se met en place, c'est un phénomène qui est mortel. Au-delà du niveau biologique, entre les êtres humains, on constate aussi que les échanges sont absolument primordiaux, que ce soit les échanges physiques, économiques, les échanges symboliques, les échanges virtuels par le biais de communication virtuelle, les dialogues, les débats, les échanges amicaux, etc. Entre individus, on en a absolument besoin pour survivre, mais aussi pour mieux vivre. Et par extension, entre les groupes d'individus et même entre les pays, les échanges aussi jouent un rôle absolument primordial et vous savez très bien qu'aujourd'hui avec la mondialisation, l'absence d'échange est absolument effrayante. Alors c'est intéressant justement de parler de ça en cette période de confinement parce que vous savez que les échanges internationaux en ce moment sont, que ce soit au niveau des trafics humains ou économiques ou matériels, sont mis à l'arrêt. Et on constate que tout le monde, que les économistes ont très peur d'un krach boursier associé à cette absence d'échanges internationaux. En réalité, on va en reparler par la suite. L'absence d'échanges internationaux en ce moment a aussi des effets qui sont assez intéressants, notamment au niveau écologique, puisque on constate que le taux de pollution, avec cette absence d'échanges internationaux, a tendance à baisser.
Donc, les échanges, on les a vus, sont indispensables à plein de niveaux. Et inversement, c'est la fin de l'intro que je voulais vous proposer, on en est là donc. Inversement, l'absence d'échange marque un état de solitude, de repli sur soi et engendre généralement un mal-être et voire un état de tension qui peut être néfaste pour nous. Donc, constat, les échanges semblent absolument primordiaux à tous les niveaux de notre existence. Pour bien comprendre ce qu'est un échange, il faut d'abord le définir. Pour définir un échange, il faut que vous ayez en tête plusieurs éléments. L'échange, c'est le nom qu'on donne à l'opération. Une opération qui consiste en ce que une personne donne quelque chose à quelqu'un d'autre donne quelque chose à la personne qui a donné en échange, en contrepartie, d'accord? Et il y a une relation entre les deux éléments qui ont échangé, une relation d'échange qui se met en place. Donc, pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait deux parties qui échangent, un objet échangé et une relation entre les deux parties qui ont échangé. Ce qui fait 3 éléments principaux. À ce titre-là, on va se demander à la fin du cours si par exemple le don, ça peut être considéré comme une forme d'échange ou pas. Dans la mesure où quand je donne quelque chose, je ne reçois rien, du moins en apparence, en contrepartie. D'accord ? Donc, ça nous permet de poser la problématique. Souvenez-vous qu'une problématique, c'est une question qui met en tension 2 aspects. Alors que les échanges semblent indispensables pour l'équilibre individuel, collectif et pour la paix, ne doit-on pas reconnaître qu'ils risquent aussi d'être source de conflits lorsque l'échange n'est pas juste? À votre avis, quels vont être les cas dans lesquels l'échange ne sera pas juste? N'hésitez pas à participer. Quels vont être les cas, à votre avis, dans lesquels un échange n'est pas juste? Tentez un truc, hein, juste pour voir. Exactement, selon la valeur ou le nombre d'objets, parfait. C'est-à-dire c'est exactement ça, c'est-à-dire que si la valeur de ce qui est échangé, si la valeur de ce que je donne n'est strictement pas équivalente à la valeur de ce que je reçois, il va y avoir une partie qui va être lésée. Et donc l'échange va pas être équitable. Effectivement, le cas du vol est hyper intéressant, puisque dans le cas du vol, je prends quelque chose sans rien donner en retour, et donc on a un déséquilibre total qui va se créer à ce moment-là. Très bien. Donc ça nous permet de passer donc à notre première partie de la réflexion, dans laquelle on va vanter les avantages des échanges. Donc les échanges sont indispensables à la vie biologique, individuelle, sociale, politique, et ils favorisent la paix à tous les niveaux. Donc on va faire tous les aspects positifs que peuvent avoir les échanges. Tout d'abord, un niveau matériel assez élémentaire qui est finalement l'idée que les échanges sont au fondement du lien économique et social entre les individus. Pourquoi ? Parce que dans une société, vous remarquez que la manière de vivre des hommes est d'abord fondée sur le fait qu'ils échangent. Ils échangent quoi ? Ils échangent des objets, mais ils échangent aussi des savoir-faire, des compétences, qui font qu'il y a une véritable complémentarité qui se met en place entre les individus de cette société. Système qu'on pourrait appeler une répartition des tâches, qui joue justement sur le fait que chacun faisant ce pourquoi il a été formé ou ce pourquoi il est doué, peut contribuer au bon fonctionnement de la société. Par exemple, si moi j'ai une compétence particulière pour enseigner, je vais enseigner pour contribuer à l'éducation des enfants, mais je vais avoir besoin à côté de ça, par exemple, d'un boulanger qui va savoir fabriquer du pain et qui va me permettre d'avoir ma baguette de pain le soir, et ainsi les métiers comme ça se complètent les uns les autres pour former un équilibre. Première référence possible, la référence à Platon. On a déjà parlé à nombreuses reprises de Platon. Platon, dans le texte dont on a déjà parlé, qui est la République, mais un autre livre qui est le livre 2. Que dit Platon ? Il dit que la cité, donc la société politique, la cité c'est le nom
antique qu'on donnait à la société dans laquelle on vivait. En grec, le terme c'est polis, c'est ce qui a donné la politique. Pour Platon, la cité est en état d'équilibre et de justice lorsque chaque individu, oui, un tas de cœurs dans le chat, ça marche bien aussi. Donc, dans l'équilibre de la cité est assuré quand chaque individu, fait une fonction. Il distingue 3 catégories de citoyens principaux. Platon. Les guerriers, qui ont pour but de défendre et de protéger la cité. Les artisans et producteurs, qui ont pour but de contribuer à la survie matérielle élémentaire de la cité. Et les gouvernants, qui ont pour but de diriger de l'intérieur et de l'extérieur, et par rapport à l'extérieur, la cité. Pour Platon, il y a un équilibre qui se met en place entre ces 3 catégories, et ces 3 catégories d'hommes, pour Platon, de métiers, sont déterminées en fonction de capacités naturelles des individus. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui naissent plus aptes que d'autres à être guerriers, d'autres qui naissent plus... C'est ceux qui ont par exemple plus de courage. D'autres qui naissent plus aptes à être gouvernants. C'est ceux qui ont par exemple plus de sagesse. Et donc en fonction de ces qualités innées naturelles, chacun va prendre sa fonction dans la société et c'est les échanges entre ces différentes classes qui vont permettre de créer un équilibre. Petite remarque pour Platon. Dans la cité idéale, les meilleurs gouvernants, les gouvernants sont les philosophes, ceux qu'il appelle les philosophes rois. Pourquoi ? Parce qu'ils détiennent une forme de sagesse qui leur permettent de maîtriser à la fois une science et un art politique. Voilà. Donc, petite remarque. Ce qui est intéressant, c'est que cette pensée en fait de Platon, elle est reprise à l'époque moderne, et quand je parle d'époque moderne, je parle à peu près à partir du XVIe siècle. Elle est reprise, mais avec un point de départ différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque moderne, on considère beaucoup moins l'idée que les individus naissent avec des capacités innées différentes. On considère beaucoup plus que les individus naissent égaux et n'ont pas de qualités innées particulières qui leur permettent de se distinguer des autres. Mais on va retrouver, quand même à l'époque moderne, une idée d'une répartition des tâches au sein de la société. Cette idée-là, on la trouve par exemple chez un penseur qui est considéré comme le père fondateur du libéralisme économique, qui est Adam Smith. Adam Smith dit qu'il n'y a pas de catégorie naturelle qui détermine quel métier va faire un individu. Par contre, chaque individu va dans la société, de façon isolée par rapport aux autres, chercher son intérêt personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que Adam Smith dit qu'en cherchant son intérêt personnel, chacun va contribuer au bon fonctionnement du tout. Et il donne un exemple. Même si chaque individu est égoïste, en fait, c'est la complémentarité de tous les égoïsmes qui vont faire que le tout va bien fonctionner par un mécanisme qu'il appelle le mécanisme de la main invisible, qui va faire que la société va être en état d'équilibre. Et il donne un exemple dans son ouvrage principal qui est la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. C'est des exemples que vous pouvez retenir parce qu'ils sont intéressants. Il donne l'exemple donc des fonctions dans la société. Et regardez, il dit si vous voulez obtenir un repas pour le soir, en fait, il ne faut pas que vous attendiez que votre boulanger ou votre boucher soit bienveillant. Qu'est-ce qu'il faut vous fassiez ? Il faut que vous vous adressiez à son intérêt personnel pour lui montrer en quoi est-ce que, en satisfaisant son intérêt, en fait, il contribue au bon fonctionnement du tout. Et donc, il y a cette phrase que vous pouvez retenir qui est « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et c'est pas de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. » C'est-à-dire, si vous allez voir un boulanger en lui disant « j'ai faim, donc offrez-moi une baguette », il va pas forcément le faire. Adam Smith dit pas que c'est impossible, mais il dit vaut mieux pas se fier à cette bienveillance-là. Par contre, si vous dites, écoutez, vous me donnez une baguette et en échange, moi je suis producteur de pommes de terre et je vous offre 1 kilo de pommes de terre, dans ce cas-là, vous me montrez en quoi il a avantage à l'échange et du coup, il va avoir beaucoup plus tendance à coopérer avec vous. Petite remarque, pour Adam Smith, dans l'espèce humaine, c'est l'égoïsme qui prime, mais Adam Smith dit aussi qu'il y a des sentiments moraux qui permettent des effets de bienveillance réels.
C'est-à-dire que Adam Smith va pas dire que les individus font jamais rien en dehors de la recherche de leur intérêt particulier. Il va dire par contre que il vaut mieux pas se fier à la bienveillance de quelqu'un pour obtenir ce dont on a besoin. Il vaut mieux s'adresser directement à son intérêt personnel. D'accord ? Deuxième point très important, qui est pensé à nouveau à l'époque moderne, mais qui va être central, c'est l'idée que les échanges économiques existent aussi entre les pays et entre les nations. Pourquoi ? Parce que chaque pays, et vous le savez très bien, a des ressources particulières, et en fait, c'est la complémentarité de ce que peut apporter chaque pays qui fait l'équilibre mondial aujourd'hui notamment. Alors, pourquoi c'est intéressant, notamment au niveau du cas des ressources naturelles. Pourquoi ? Parce que certains pays sont complètement dépourvus de ressources naturelles et du coup doivent aller chercher les ressources naturelles dans d'autres pays. Or, ce qui s'est passé pendant des siècles et qui n'était pas très glorieux, c'était le pillage, c'est-à-dire le fait d'aller dans un autre pays, prendre les ressources de force et ne rien donner en retour. Par rapport à ce genre d'attitude complètement barbare, le commerce a apporté un équilibre et une paix entre les nations absolument appréciable. C'est une notion qui est développée par l'économiste David Ricardo au XIXe siècle, qui est la notion d'avantage comparatif. Dans un contexte de libre-échange entre les nations, chaque pays peut se spécialiser dans une production particulière et échanger avec les autres. Je vous ai mis un exemple, mais qui n'est qu'un exemple parmi d'autres. La France a un pôle agricole assez fort. L'Arabie Saoudite a une industrie du pétrole qui est très développée. Et en jouant sur la complémentarité de besoins, on peut peut-être trouver un équilibre entre ces deux pays. Donc, quelle que soit la richesse de départ, en fait, on peut trouver un équilibre. Par rapport à ça, je vous conseille une petite vidéo, je vous montre le lien tout de suite. Une petite vidéo qui est ici, de la chaîne Dessine-moi l'écho. C'est 3 minutes où ils expliquent un petit peu la notion d'avantage comparatif. Si vous avez quelques lacunes en matière de données économiques élémentaires, ça peut être intéressant pour vous. Donc, reprenons notre réflexion. Un des penseurs a développé ces avantages du commerce par rapport aux guerres ou au pillage, c'est Montesquieu. Montesquieu écrit au XVIIIe siècle et en fait, il développe l'idée que le commerce entre les nations permet de favoriser la paix entre les nations. Donc prenez le texte de Montesquieu, de l'Esprit des lois. L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Qu'est-ce que ça veut dire réciproquement dépendantes ? À votre avis ? Quand deux nations font du commerce ensemble, elles deviennent réciproquement dépendantes. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Voilà, dépendantes l'une de l'autre, mais pourquoi, du coup ? En quel sens elles sont dépendantes l'une de l'autre ? Ouais, exactement. C'est-à-dire que l'une ne va pas pouvoir fonctionner sans l'autre. L'une dépend de l'autre. En fait, elles vont chacune se spécialiser dans un domaine particulier, par exemple. Ce qui fait qu'il n'y en a pas une qui va être indépendante d'un côté, autosuffisante, et l'autre qui va être dépendante de la première. Chacune va se spécialiser dans ce pourquoi elle est la plus douée ou dans ce pourquoi elle a le plus investi. Et c'est l'échange entre les deux qui va créer un équilibre. Le fait qu'elles soient réciproquement dépendantes va favoriser la paix parce qu'en fait, il n'y en a aucune qui a intérêt à voler l'autre, à léser l'autre, par exemple. D'accord ? Donc en fait, comme elles ont mutuellement intérêt à respecter les termes de l'échange, du contrat, elles vont pas avoir tendance à empiéter sur ou à voler l'autre. Donc effectivement, l'une a besoin des ressources de l'autre pour pouvoir fonctionner et pour fabriquer des ressources et elle va vendre à l'autre et ainsi de suite.
Donc ce système d'équilibre se met en place. C'est exactement ce que dit Montesquieu. Si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre et toutes leurs unions sont fondées sur les besoins mutuels. D'accord ? Donc, Montesquieu développe cette idée, il va nuancer en disant qu'entre les particuliers, c'est pas tout à fait pareil, d'accord ? Pourquoi ? Parce que l'effet du commerce entre les individus va pas être tout à fait le même qu'entre les nations. Voyons ce qu'en dit Montesquieu. Donc, mais si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales. Les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font et s'y donnent pour de l'argent. L'esprit de commerce dans les hommes, produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte, opposé d'un côté au brigandage et de l'autre à ses vertus morales, qui font qu'on ne discute pas toujours ses intérêts avec rigidité et qu'on peut les négliger pour ceux des autres. Alors pourquoi l'effet de commerce n'est pas tout à fait les mêmes entre les individus ? Parce que tout simplement, quand on est face à quelqu'un, on va avoir une certaine moralité en théorie qui va faire qu'on va pas être à la recherche d'une égalité stricte dans ce qu'on échange. Il est tout à fait possible qu'entre deux individus, si on est face à quelqu'un qui est dans le besoin, finalement on donne sans rien attendre en contrepartie. Donc qu'est-ce qui se passe ? La moralité va venir contrebalancer un petit peu l'effet du commerce qui, lui, est à la recherche d'un équilibre exact entre les éléments. Là, il y a une distinction qui peut être intéressante que vous pouvez garder en tête, c'est la distinction entre ce qu'on appelle la justice arithmétique d'un côté. La justice arithmétique, elle consiste à échanger des choses de valeur strictement égale, et de l'autre, une justice qu'on appelle une justice géométrique qui va donner proportionnellement aux besoins de la personne. On verra que c'est deux modèles de justice qui se complètent et qui sont intéressants à étudier. Je vous ai mis une petite remarque. Je l'ai ajoutée par rapport au cours que je vous ai envoyé parce que c'est assez intéressant de le prendre en compte. Donc, petite remarque, aujourd'hui, les échanges commerciaux notamment sont ultra mondialisés. Sont mondialisés à outrance, d'accord ? Au point que, on remarque que ces échanges mondialisés à outrance conduisent à des absurdités et ont des conséquences écologiques et humaines qui peuvent être catastrophiques. Et conséquences écologiques, par exemple, au niveau du tourisme, on voit que la pollution par les transports aériens a des effets complètement catastrophiques. Au niveau humain aussi, puisque on constate que par exemple au niveau des productions, certains supermarchés vont acheter des denrées à l'autre bout du monde pour avoir à payer moins cher, alors qu'il y a des producteurs locaux qui ont du mal à survivre et qui produisent ce même type de choses. Et justement, par rapport à ça, il faudrait qu'on soit capable de repenser des échanges au niveau local, donc des échanges de fonctions au niveau individuel et pas au niveau mondialisé. On voit très bien avec la crise actuelle liée à la pandémie que il y a une capacité des pays à fonctionner de façon autosuffisante. Alors attention, il ne s'agit pas à la Trump de tomber dans un protectionnisme économique intégral, à dire qu'on a besoin de rien d'autre que de soi-même. Mais par contre, ça peut être important de repenser un petit peu, de remettre en cause ces échanges mondialisés à outrance qui conduisent à des absurdités et même à des catastrophes écologiques et humaines considérables. Donc gardez-le en tête, peut-être nuancer un petit peu. Montesquieu écrit au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, on s'enthousiasme pour le progrès, c'est génial pour le commerce entre les nations qui permet d'éviter les guerres, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un système qu'on peut, sans le remettre en cause de façon radicale, peut-être le questionner dans ses fondements. Dernier point hyper important, c'est le rôle de l'argent dans tout ça. Pourquoi ? Parce qu'à toute petite échelle, un échange, on peut le mettre en place entre des éléments matériels immédiats. Comment on appelle un échange qui se fait entre justement des denrées matérielles qui sont directement comparables ? Par exemple, je produis des pommes de terre, mon voisin produit des carottes, je décide de lui échanger 1 kilo de pommes de terre contre 2 kilos de carottes, j'en sais rien. C'est exactement ça, c'est du troc. Alors, le système de troc, il est hyper intéressant et il fonctionne très bien. D'ailleurs, aujourd'hui,
il connaît à nouveau un essor intéressant. Hein. Il y a pas mal de troc qui se met en place, notamment au niveau des services. Par exemple, vous pouvez aller aider une personne âgée à faire ses courses et puis en échange, elle va vous donner quelque chose, soit une activité, soit de l'argent. En tout cas, le troc est repensé aujourd'hui. Le problème du troc, c'est quoi, à votre avis ? Pourquoi est-ce que tous les échanges se font pas sur le modèle du troc ? Alors, effectivement, il y a un problème qui est le fait que le troc se fait à toute petite échelle. Et donc, effectivement, à grande échelle, il va être beaucoup plus compliqué. Il va être beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, il va y avoir un temps de transport qui va faire qu'on va pas pouvoir échanger directement quelque chose contre quelque chose d'autre. Il va y avoir aussi parfois une difficulté à échanger quelque chose. Et aussi parce que effectivement, il y a des choses qui sont facilement comparables. Les pommes de terre contre les carottes, effectivement, on peut trouver des équivalences. Mais c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place un système de troc entre des trucs qui sont pas directement comparables. D'accord ? Est-ce que vous auriez un exemple en tête ? Donc un exemple d'un cas où la valeur des choses échangées ne peut pas être établie de façon objective. Bah, par exemple, du riz avec de l'uranium, exactement, on n'a pas les éléments permettant de mettre en place un échange. On va voir que dans le monde du travail aussi, c'est quelque chose qui va être important. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si quelqu'un fait un métier, exerce un métier, fait un travail, ben en retour, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir lui donner de façon objective, matérielle. Alors, une question, oui, tout à fait, j'écoute. Donc la question, Gabin Bunto, j'écoute la question, il n'y a pas de problème. Je sais pas du tout. Pas du tout le sujet en même temps, donc bon, on passe un peu outre. Donc, pour pallier les effets, voilà, les défauts du troc, ce qu'on peut, il a fallu qu'on pense à un intermédiaire. Cet intermédiaire, en fait, c'est la monnaie, c'est l'argent, d'accord ? Donc, c'est intéressant l'argent parce que du coup, au départ, c'est vraiment pensé comme l'intermédiaire indispensable permettant d'attribuer une valeur à des choses qui ne sont pas directement comparables. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent s'est développé d'abord en tant seulement qu'intermédiaire permettant des échanges. D'accord ? Et donc, par exemple, dans ce texte d'Aristote que je vous ai proposé, Éthique à Nicomaque, d'accord ? L'argent est vraiment présenté comme cet intermédiaire qui permet d'attribuer une valeur aux choses. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour Aristote, l'idée d'accumuler de l'argent, qui aujourd'hui nous paraît évidente parce qu'elle est au fondement du système qu'on appelle le capitalisme, ce qu'il faut savoir, c'est que littéralement, le capital, c'est l'accumulation de l'argent, de biens matériels. Ben pour Aristote, le fait d'accumuler de l'argent, c'est un non-sens. Ça n'a aucune raison d'être. Et c'est même pour Aristote le pire des vices.
Celui qui va chercher à accumuler de l'argent pour, si c'est pas pour échanger directement, et ben du coup, il va être tendance à se corrompre complètement et à perdre toute notion de moralité et de vertu. Donc cette volonté d'accumuler de l'argent, Aristote l'appelle la crématistique. Et il en fait vraiment une présentation ultra négative au point de rendre fou l'individu. Par rapport à ça, je vous conseille une petite parodie, Monologue d'Harpagon dans l'Avare de Molière, où effectivement on a ce personnage qui devient fou parce qu'il a peur qu'on lui ait volé son argent. Voilà. Donc, c'est assez intéressant d'avoir en tête que cette chose qui nous semble évidente aujourd'hui, qui est la volonté d'accumuler de l'argent, et ben en fait, elle n'a pas toujours été, loin de là. Cependant, donc on passe à notre deuxième partie, les échanges peuvent aussi créer des tensions quand ils sont pas égaux. Premier point, il y a une difficulté à établir de la justice dans les échanges. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une valeur équivalente à ce qui est échangé. Or, il y a certaines choses pour lesquelles c'est très difficile d'établir une équivalence. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait... voilà. C'est pas évident. Et donc, il y a un côté arbitraire qui va faire que dans les échanges, ça va pouvoir être source potentiellement de conflits. Par exemple, si j'échange, je sais pas, si on échange du pétrole contre des voitures, il va falloir prendre en compte le fait que pour fabriquer une voiture, il a fallu que beaucoup d'hommes travaillent, il a fallu développer des usines, il a fallu développer des techniques. Et alors que pour extraire le pétrole, finalement, il a fallu juste des infrastructures permettant d'obtenir la ressource. Et donc, on va pouvoir comme ça établir des disproportions et il va y avoir plein de facteurs qui vont entrer en jeu. C'est-à-dire que certes, il y a plus de travail, par exemple, dans le fait de vendre une voiture, mais par contre, inversement, le pétrole est plus rare. Donc, voilà, ça va être très difficile d'établir une équivalence, au point que ça va pouvoir être source de conflits et de tensions. Je vous ai mis un exemple qui est développé par un penseur que vous connaissez au moins de nom et de photos peut-être, qui est Karl Marx. Ce que remarque Karl Marx, c'est à une certaine époque, et on va voir que le contexte est hyper important, lors des révolutions industrielles, il y a une inégalité absolument terrible qui se met en place entre, d'un côté, les travailleurs et de l'autre, les patrons. Je vous ai expliqué tout de suite. On est en plein 19e siècle, en Angleterre, et ce qui se passe, c'est qu'il y a un boom de révolution industrielle considérable qui change complètement la morphologie de la société. Il y a certains individus qui sont propriétaires des usines et des productions, qui s'enrichissent considérablement, qui mettent beaucoup d'argent de côté, et qui emploient pour faire fonctionner leur usine, une main-d'œuvre. À l'époque, il n'y a aucune protection du travail pour cette main-d'œuvre. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont besoin de travailler, donc qui sont prêts à accepter plein des conditions de travail qui sont plus ou moins bonnes, et plutôt moins un peu que plus d'ailleurs. Il n'y a aucune protection au niveau que ce soit du temps de travail, des accidents du travail, du licenciement, etc. Ce qui fait qu'en fait, il y a un véritable système d'exploitation des travailleurs qui se met en place. Et il y a une disproportion terrible, dit Marx, dans un échange particulier qui est l'échange salarial. Marx souligne que le travail fourni par les travailleurs n'est absolument pas proportionnel au salaire misérable qu'ils reçoivent en retour. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but du patron, selon Marx, étant de mettre de l'argent du côté, il va le faire ce qu'il appelle une plus-value. Et cette plus-value, c'est la disproportion qu'il y a entre le salaire qu'il donne aux travailleurs et la quantité de travail fourni. D'accord ? Cet échange salarial est inégalitaire pour plusieurs raisons, en tout cas à différents niveaux. Tout d'abord parce que le travailleur a toujours besoin de travailler pour survivre, alors que le patron, il a beaucoup de travailleurs qui potentiellement pourraient travailler, et donc
finalement, il peut employer quelqu'un d'autre si jamais un de ses travailleurs le lâche. Deuxièmement, parce que, selon Marx, le travailleur exploité, il travaille tellement, hein, il y avait des journées de travail qui étaient parfois dans les mines, je vous conseille les romans de Zola à ce propos, regardez Germinal par exemple, 15-16 heures de travail par jour, enfants, tout le monde confondu, enfin voilà, des conditions de travail misérables. Et donc le travail fourni a une valeur bien supérieure finalement au salaire qui est reçu en retour. Et dernier point, le travailleur, quand il y a la vente d'un produit fini par exemple, ne bénéficie pas du tout du bénéfice que fait le patron sur cette vente. Donc, pour Marx, il faut qu'il y ait une révolte des ouvriers contre ces conditions de travail déplorables, d'accord ? Ça crée un conflit entre différentes classes sociales, c'est ce que Marx appelle la lutte des classes, d'accord ? Et donc, Marx en appelle à ce que les ouvriers, qu'il appelle les prolétaires, se révoltent contre leur situation et contre la misère qu'ils ont acceptée. Par rapport à ça, je vous conseille plusieurs vidéos. Et je voulais vous montrer aussi, on va pas les regarder maintenant, mais je voulais vous montrer aussi que cette exploitation-là des travailleurs, elle n'appartient pas au seul 19e siècle, malheureusement. Ce qui se passe, c'est qu'encore aujourd'hui, on constate qu'il y a des systèmes d'exploitation qui se mettent en place des travailleurs, et c'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Cet esclavage moderne, il est étudié par de nombreux économistes, sociologues, philosophes, d'accord ? Il y a encore aujourd'hui des gens qui travaillent et qui sont exploités dans leur travail. Je vous ai mis quelques exemples. Vous connaissez sans doute les exemples du travail, par exemple pour les usines de vêtements ou de fabrication de téléphones dans les pays asiatiques. Alors, il y a eu la Chine pendant très longtemps. La Chine commence à protéger un tout petit peu plus ses travailleurs. Maintenant, c'est beaucoup d'autres pays, le Bangladesh par exemple, ou le Népal, qui sont très exploités à ce niveau-là. Et les pays occidentaux vivent vraiment sur le fait que ces pays vendent leur main-d'œuvre à des prix défiant toute concurrence et donc exploitent leurs travailleurs. Pour illustrer ça, je vous conseille, je vous le montre tout de suite, une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Trash. Alors voilà, je vous avais mis de côté quelques vidéos aussi, je vous enverrai les liens. Une sur l'origine de l'argent, l'avare de Molière par Louis de Funès qui est absolument très drôle, le capital de Marx expliqué en 3 minutes, on en vient donc à l'esclavage moderne, pardon. Donc les esclaves modernes, une vidéo d'une chaîne YouTube que vous connaissez sans doute qui s'appelle Trash, où il développe plusieurs exemples, et un des exemples qui moi m'avait marqué, c'est conditions de travail au Qatar, notamment pour la construction, vous savez, des infrastructures pour les championnats du monde au Qatar. Vous fait venir des milliers de travailleurs népalais, d'accord, auxquels quand ils arrivaient on enlevait les passeports, et qui travaillaient dans des conditions absolument déplorables. Je vous conseille la vidéo, hein, mais vous voyez dans quelles conditions ils sont logés, avec des mesures d'hygiène qui sont absolument pathétiques, des conditions de vie qui sont presque de l'ordre de l'inhumanité. Et donc avec en plus des millions de morts sur les chantiers, avec des conditions de travail qui parfois dépassaient les journées de 15-16 heures de travail sous 35-40 degrés, donc absolument déplorables. Voilà, donc il ne faut pas s'illusionner, malheureusement, il existe encore aujourd'hui des esclaves modernes et c'est un système pour lequel il faut combattre. Autre exemple qui est intéressant, c'est l'exemple de ceux qu'on appelle aujourd'hui les auto-entrepreneurs, les travailleurs sur les plateformes comme Uber ou Deliveroo par exemple, qui eux aussi en fait retombent dans des conditions de travail où ils n'ont aucune protection légale par exemple pour travailler, ce qui crée des situations qui sont humainement catastrophiques. Donc les échanges peuvent être inégalitaires, faut faire hyper gaffe parce qu'ils peuvent être source de conflits, d'accord, et donc amener à des tensions, voire à des guerres entre les pays et entre les individus, d'accord. Cependant, troisième partie, ce qu'on fait, c'est qu'on repense
une certaine richesse de l'échange, à condition qu'il soit juste, maintenant qu'on a cet élément supplémentaire-là. Et donc, on va insister cette fois, dans cette troisième partie, non pas sur ce qui est échangé, mais sur ce qui se met en place lors de l'échange. Et c'est principalement la relation humaine qui est importante dans l'échange qui se met en place. Ce qui implique qu'on pense ici à un échange direct entre des êtres humains et pas un échange virtuel ou indirect. D'accord ? Donc, dans un échange, il y a bien des choses qui sont échangées, mais il y a aussi une relation qui se met en place, d'accord? Donc il y a un aspect relationnel qu'il faut valoriser en tant qu'il est important pour notre condition humaine. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire son intérêt personnel dans un échange, il s'agit aussi de créer une relation et même d'aller à la découverte de l'autre. Et donc je vous ai mis pour illustrer cette idée-là un exemple d'échange qui est assez finalement inattendu quand on pense au terme d'échange, qui est l'exemple du dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? C'est un échange de paroles entre deux individus. Que font deux individus lorsqu'ils dialoguent? Ils échangent des paroles, mais ils créent aussi quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, une relation forte qui leur apporte quelque chose à chacun. Un texte magnifique, un peu compliqué, mais qu'on va regarder 2 minutes ensemble, qui est un texte de Maurice Merleau-Ponty sur la question du dialogue. Regardez ce que dit Merleau-Ponty du dialogue. Dans l'expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun. Ma pensée et la sienne ne font qu'un seul tissu. Mes propos et ceux de l'interlocuteur sont appelés par l'état de la discussion. Ils s'insèrent dans une opération commune dont aucun de nous n'est le créateur. Donc, Merleau-Ponty part de l'expérience du dialogue et il constate que quand on dialogue, d'accord, entre l'autre et moi, il se crée quelque chose de commun. Et Montesquieu insiste sur le côté commun. Bonjour Maxime. Terrain commun, d'accord, un seul tissu, opération commune. Donc il y a bien quelque chose entre nous qui se crée, qui est de l'ordre de la relation, et c'est ça qui est la véritable richesse du dialogue pour Merleau-Ponty. Dans le dialogue présent, je suis libéré de moi-même, les pensées d'autrui sont bien les siennes, ce n'est pas moi qui les forme, bien que je les saisisse aussitôt donné que je les devance, et même l'objection que me fait l'interlocuteur m'arrache des pensées que je ne savais pas posséder, de sorte que si je lui prête des pensées, il me fait penser en retour. Là, Montesquieu décrit les vertus du dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Dans le dialogue, l'autre a ses pensées, il les formule. Parfois, je sais ce qu'il veut dire, donc je finis sa phrase à sa place, je les devance, regardez, d'accord? Parfois, l'autre me fait une objection, mais cette objection, finalement, elle me braque pas, elle me permet, moi, de penser en retour, elle m'arrache, regardez, des pensées que je ne savais pas posséder. Donc l'autre, quand il me fait une objection, il m'incite à aller plus loin dans ce que je pense, à peaufiner ce que je pense, à enrichir ce que je pense déjà. C'est d'ailleurs ce qui se passe beaucoup quand dans les cours de philo, par exemple, quand en cours, un élève me fait une objection, ben, je vais repenser ce que j'étais en train de dire d'une certaine manière, et parfois ça va enrichir vraiment ce que j'étais en train de dire. Et donc, il y a un système de stimulation réciproque qui se met en place, qui fait qu'on crée quelque chose de nouveau qui est particulièrement riche. Petite remarque, vous remarquez que, par exemple, les débats politiques à la télévision aujourd'hui sont aux antipodes radicaux de l'expérience du dialogue que Merleau-Ponty est en train de décrire. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate dans les débats politiques télévisuels, c'est des interlocuteurs qui parlent et qui ne s'écoutent pas mutuellement, donc qui n'enrichissent pas leurs pensées mutuellement, et donc qui ne créent rien de commun finalement. C'est peut-être dommage au niveau de l'expérience humaine. Exemple qui pourrait être intéressant, que vous pourriez citer, l'exemple du dialogue interreligieux. Voyant qu'il y a des guerres de religion et des tensions entre les différentes religions, ben peut-être qu'on peut surmonter, effectivement, exactement, le dialogue de sourds, c'est exactement l'expression pour désigner les débats politiques actuellement. Donc le dialogue interreligieux, pour surmonter les tensions entre les différentes religions, il faut qu'il y ait une discussion qui se mette en place. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que quand les grands dirigeants, imams, rabbins, prêtres, évêques, moines, discutent
sur ce qui fonde leur religion, ils se rendent compte qu'il y a plus de points communs entre eux qu'il n'y a de différences. Et donc finalement, dans les grandes rencontres entre les chefs religieux, il y a un accord qui se dégage beaucoup plus qu'un désaccord. D'accord ? Donc le dialogue peut vraiment permettre cette expérience commune. Dernier point de la réflexion, si ce qui importe dans l'échange, c'est autant la relation que ce qui est échangé, dans ce cas-là, on peut repenser peut-être le don comme étant une forme d'échange. Pourquoi ? Parce qu'a priori, le don, je reçois rien en retour quand je donne, mais je reçois rien de matériel. En réalité, je reçois peut-être quelque chose d'humain, de très fort. Exemple, quand je donne, exemple évidemment qui peut venir à l'esprit, quand je donne une pièce à un mendiant, il y a une relation qui se met en place, d'accord ? Il y a peut-être une discussion, un sourire, un regard qui va se mettre en place, qui va être humainement très riche. Et donc finalement, je vais gagner quelque chose à donner, alors que je n'y paraissais pas au premier abord. D'accord ? Autre exemple possible, quand je donne du temps et de l'énergie à une association, en retour, j'ai rien. Mais par contre, j'ai une relation qui se met en place avec celui ou ceux que j'aide. D'accord ? Exemple encore plus extrême qu'on aurait pu prendre, quand je fais un don du sang anonyme, d'accord ? Je vois même pas celui à qui je donne mon sang, mais l'idée même que je vais pouvoir aider quelqu'un qui peut-être aurait été dans un état de détresse vitale si j'avais pas contribué en donnant mon sang, cette idée-là, en fait, cette relation-là virtuelle que j'imagine, elle peut suffire pour m'inciter à donner et pour faire du don une véritable source de jouissance plutôt qu'un sacrifice que je ferais. D'accord ? Alors, ça ouvre à une question philosophique que je trouve absolument passionnante, qu'on va pas forcément discuter maintenant, mais que vous pouvez garder en tête, on en reparlera, qui est la question de savoir est-ce qu'on peut agir de façon purement désintéressée, c'est-à-dire sans rien attendre de purement matériel en retour. D'accord ? J'ai envie de croire que oui, j'ai envie de croire qu'on est capable de donner même si on reçoit rien du tout en retour. D'accord ? Mais c'est assez discuté et d'une certaine manière, quand je fais un don, par exemple, j'y tire aussi un plaisir personnel, une sorte de satisfaction de ce que j'ai fait qui peut renvoyer à quelque chose de l'ordre de l'intérêt personnel, pardon. Donc, la religion, oui, quelle question sur la religion ? Donc la religion, c'était pour l'exemple du dialogue interreligieux. Hein. D'accord ? Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas ? Je sais pas. Bon, on verra. On reprend. Je finis juste ça et puis après je réponds aux questions s'il y en a. Ah, on donne, effectivement, tout à fait. Alors, hyper intéressant ce cas, voilà, le cas du don dans le cadre de la religion, voilà. Effectivement, quand je donne quelque chose, je donne pour la grâce de quelqu'un, je donne pour la grâce pour ma grâce personnelle, pour l'honneur de Dieu. Alors la question, c'est de savoir pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais par pure charité ou est-ce que je le fais parce que quelque part j'ai l'espoir que en retour j'accéderai au paradis par exemple de façon privilégiée. Donc là ça va dépendre des intentions dans lesquelles je donne, d'accord, ce qui va faire varier considérablement la dimension morale du don, d'accord. Donc l'exemple est vraiment intéressant pour le coup. De la même façon d'ailleurs, la charité, qui est une des vertus qui est vantée par toutes les religions, et ben du coup, si je suis charitable que parce que j'espère accéder au paradis un jour, je peux me demander si c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'acte désintéressé ou si c'est parce que j'ai pas un peu espoir que Dieu il verra ce que je fais et il saura me féliciter au moment venu. Donc voilà, ça va dépendre vraiment pour le coup au niveau individuel des motifs pour lesquels on agit. La dernière référence que je vous ai mis donc sur cette question du don, c'est une référence qui est assez intéressante. C'est pas directement un philosophe, c'est un anthropologue, mais finalement les deux
les deux disciplines entrent en écho. L'anthropologie, c'est la science qui va étudier l'homme. L'homme dans toutes les caractéristiques communes qu'il va y avoir indépendamment des variations culturelles qu'on peut retrouver. Par exemple, on constate, si on regarde dans les cultures du monde entier, il y a des formes de croyances religieuses qui existent. L'anthropologie, elle va se questionner sur les raisons pour lesquelles tous les hommes croient, finalement, sous des formes complètement différentes, mais tous les hommes croient en un ou plusieurs dieux. L'anthropologie, voilà, c'est la science de l'homme en général, elle va se questionner sur ce qu'est l'homme fondamentalement. Et donc, il y a un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss, qui étudie le don dans certaines sociétés, et notamment dans des sociétés qu'on appelle des sociétés primitives. Alors, le terme est hyper délicat à employer. On dit toujours des sociétés dites primitives, parce que société primitive, c'est trop connoté de façon négative. Qu'est-ce que c'est qu'une société primitive? C'est une société finalement qui n'est pas entrée dans le système du monde du marché et qui vit pas sur le mode des sociétés dites occidentales. D'accord? Et en étudiant le fonctionnement des sociétés dites primitives, Marcel Mauss il constate que le don il joue un rôle absolument central. Pourquoi? Parce que c'est des sociétés qui sont pas fondées sur les relations économiques, mais d'abord sur les relations sociales. Or, dans les liens sociaux, Mauss constate que le don permet d'établir des relations entre les individus sur très long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un système d'une triple obligation qui se met en place. Je donne, je reçois et je rends. D'accord? Qui va faire qu'à un moment de ma vie, par exemple, je vais recevoir quelque chose. Et donc, sur long terme, je vais penser à rendre cette chose ou à donner autre chose à quelqu'un d'autre. Et donc, par ce système de dons et de ce qu'il appelle des contre-dons, le lien social non seulement va être créé, mais va être entretenu. D'accord? Pour donner un exemple qui va peut-être plus vous parler, ça n'existe pas ces formes de dons et de contre-dons seulement dans les sociétés dites primitives, même si le don a une place plus importante dans ces sociétés-là. Le don existe encore dans nos sociétés sous des formes différentes. Par exemple, si vous êtes invité à dîner, d'accord, et socialement, dans nos sociétés, vous allez nécessairement, au bout d'un certain temps, inviter à votre tour. Généralement, les gens n'acceptent pas d'être toujours invités chez quelqu'un sans jamais recevoir un retour. C'est une forme dans nos sociétés de ce système de dons et de contre-dons qui permet d'entretenir le lien social. En tout cas, ça joue un rôle, ce don anthropologique très fort. Et donc, je vous ai donné une citation de Marcel Mauss. La raison profonde de l'échange, don, vise davantage à être qu'à avoir. Donc, il ne s'agit pas tant de recevoir le contenu de ce qui est donné que d'entretenir une relation par le biais même de l'acte de donner. Alors, cette idée-là, elle est peut-être un peu plus compliquée. J'espère que je vous l'ai expliqué de façon assez claire. On prend 2 minutes on a terminé le cours. Donc, je vous ai envoyé la fiche de révision qui est associée. Elle est ici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de faire qui était hyper dense ou est-ce que ça va? Donc dites-moi si vous avez des questions. Non, ça va? Bon. En tout cas, merci pour les vaillants d'avoir suivi après les 2 heures de maths. Je sais que ça devait être un petit peu compliqué. La vidéo, je la mettrai évidemment comme les autres en replay, donc vous pourrez la consulter. Et si vous avez des questions, évidemment, qu'on peut compléter ensemble. Voilà. Soit vous m'envoyez un message, soit on peut faire un salon Discord vocal sur Discord. Enfin voilà, on peut. Si vous avez des questions, vous bossez bien les références de ce cours, qui est un peu complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais voilà.